Madame la Présidente, au mois de mars, notre pays a fait honneur à Natasha Arpanet. Fille du sol, la romancière a reçu l'une de nos plus hautes distinctions, le grade de Grand Officer of the Star and Key of the Indian Ocean, pour son œuvre qui aujourd'hui porte Maurice au sommet des lettres francophones. La nuit au cœur, prix Femina, prix concours des lycéens, est un témoignage bouleversant sur le féminicide et la violence contre les femmes. Il est basé sur des faits réels, survenus notamment à Maurice. Permettez-moi de poser d'emblée une question. Avons-nous décerné cette décoration pour notre propre satisfaction, pour une opération de com', pour le prestige d'une Mauricienne célébrée à Paris, ou l'avons-nous fait parce que nous croyons vraiment à ce que ce livre nous crie? Je ne tranche pas encore. Je dis seulement ceci. Ce qui compte, ce n'est pas tant la décoration que ce qu'on fait ensuite du message qu'on a dit honorer. Et c'est le même enjeu aujourd'hui pour un texte de loi qui lui aussi souhaite honorer la cause des femmes. Je dis les femmes car elles sont les victimes dans près de 9 cas sur 10 de violences domestiques, et c'est sous cet angle que j'aborderai le Domestic Abuse Bill. Je veux lui appliquer la même épreuve de vérité. Derrière les intentions, quelle réalité pour les femmes? Quand ce texte fait bien, je dirai sans détour, car il fait de bonnes choses et il faut commencer par là. Le premier mérite de ce bill est dans les mots qu'il ose. Notre loi, déjà, ne limitait pas l'abus au coup. Elle parlait d'intimidation, de harcèlement, de privation, mais elle le disait dans des termes assez vagues pour qu'on puisse, en pratique, les contourner ou faire mine de les ignorer. Ce projet de loi, lui, est précis. Il décrit les mécanismes de l'emprise. Il décrit la violence économique. Il décrit la violence psychologique. Il décrit précisément ce qu'est le contrôle d'une vie. Désormais, une femme dont le compagnon confisque chaque roupie de son salaire est une victime clairement nommée comme telle. Il faut mesurer ce que cela change, car ce qui est écrit en toutes lettres dans une loi devient beaucoup plus difficile à balayer d'un revers de main. La loi actuelle n'ignorait pas ces questions, mais à la station de police, trop souvent, on la réduisait à ce qui se voyait. Ou pénamok, ou l'écho, pas pour capable gagner forme 58, pas de statement non plus. En nommant l'invisible, ce texte enlève toute excuse à l'indifférence. Et pour cela, je le salue franchement. Son deuxième mérite est de regarder enfin la vie des victimes telle qu'elle est. La loi actuelle pense d'abord aux couples mariés ou vivant sous un même toit. La nouvelle définition de related persons élargit la protection à ceux et celles que l'on oubliait. La compagne qui a déménagé, la fiancée, l'ex-partenaire que l'on harcèle longtemps après la rupture, là où le compagnon homosexuel. Il reconnaît les liens de dépendance où une personne âgée, vulnérable, se trouve à la merci de qui la soigne. C'est bien que l'on protège la victime pour ce qu'elle subit et non pour l'étiquette de sa relation. Mais voici déjà le réel. Détailler l'emprise dans une loi est une chose, la faire reconnaître par l'officier de service un samedi soir au poste de police en est une autre. Et nous y reviendrons, puisqu'elle est là, toute la question. Nulle part cette question n'est plus brûlante que sur les protection orders. Depuis des années, les Mauriciennes peuvent obtenir un protection order. Sur le papier, elles sont protégées. Sur le papier. Or, dans cette assemblée même, le 14 avril, nous avons entendu ce que vaut ce papier.
Sur les 10 femmes tuées par leur conjoint dans notre pays depuis janvier 2025, 7 détenaient un protection order. Ce chiffre a été confirmé ici même par la ministre. Et arrêtons-nous dessus un instant. Ces femmes avaient alerté les autorités. Elles avaient signalé les harcèlements, les coups, les menaces. Elles avaient fait tout ce qu'on leur demandait de faire. Elles tenaient dans leurs mains le papier censé les garder en vie. Et pourtant, elles ont été tuées. Interrogée sur ces protection orders qui ne protègent pas, la ministre nous a répondu que les femmes les retirent, que l'on ne peut forcer personne. C'est vrai, mais comprenons bien ce que veut dire retirer sa plainte. Une femme ne retire pas un protection order par caprice. Elle le retire sous l'emprise. Elle le retire parce qu'elle dépend pour nourrir ses enfants et payer son loyer de l'homme qu'elle accuse. Elle le retire par peur. Elle le retire parce que, quelque part, sur son chemin, on l'a déjà renvoyée chez elle. Faire peser sur la victime la responsabilité de ce retrait, c'est demander à celle qui se noie pourquoi elle n'a pas mieux nagé. Et il y a pire encore, les affaires traînent. Elles traînent tellement que l'interim order lui-même expire avant que justice ne soit rendue. 2 ans passent, le protection order tombe, le dossier s'éteint, sans jugement, sans remède, et la lenteur ici peut être fatale. Et puis, il y a ce que la loi permet déjà et que l'on accorde presque jamais. Depuis longtemps, le magistrat peut ordonner que ce soit l'agresseur qui quitte le domicile avec l'occupation order. En 2024, sur 398 protection orders, un seul occupation order a été accordé. En 2023, 0 sur 376. Pour cette année, vendredi dernier, au comité au supply, la ministre nous a indiqué qu'elle allait circuler les chiffres des occupation orders émis pour la dernière année, mais nous attendons toujours. Mais à la lumière des chiffres que nous avons déjà, autrement dit, dans notre pays, c'est encore presque toujours la femme qui fait sa valise et l'homme qui reste dans la maison. Alors ce bill répond-il à tout cela? En partie, oui. Et sur le dernier point, il traite la question de la résidence avec un nouveau exclusion order dont il reconnaît ce problème et tente d'y répondre. C'est positif. Mais un autre qui n'est pas applicable, c'est une promesse non tenue. La France l'a compris, le Royaume-Uni l'a compris. Il surveille l'agresseur par un bracelet électronique anti-rapprochement. Ce bill, lui, ne le prévoit pas. On peut aisément comprendre que c'est une mesure qui serait coûteuse. Mais c'est surtout une question de priorité politique. Parce qu'en fin de compte, Madame la Présidente, la vie d'une femme a-t-elle un coût? Le véritable obstacle n'est pas dans les textes, il est dans les têtes. Car les bouts de papier ne sont rien si les approches ne suivent pas. Nous l'avons lu, avoué publiquement par la police elle-même. Elle essaye parfois de jouer, je cite, la carte de la médiation pour préserver la cellule familiale. Pesons cette phrase. Préserver la cellule familiale avant la sécurité de la femme. Réconcilier, c'est la remettre encore une fois en face de lui. Et il faut dire pourquoi, dans ces affaires-là, la médiation est un danger. La médiation suppose 2 parties égales, assises à la même table, libres de négocier. Mais entre une femme sous emprise et l'homme qui la terrifie, il n'y a pas 2 parties égales. Il y a celle qui a peur et celui qu'elle craint. Lui demander de trouver un terrain d'entente, c'est lui demander de négocier sa propre sécurité avec son bourreau. C'est trop souvent la renvoyer chez elle avec une promesse de plus. Le reste du monde l'a compris et l'a gravé dans le marbre. La Convention d'Istanbul oblige les États européens qui la ratifient à proscrire toute médiation imposée dans des cas de violence domestique.
La France, en 2020, est allée jusqu'à interdire par la loi la médiation dans ces affaires de violence domestique. Le comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le CIDO en anglais, a rappelé à Maurice qu'en aucune circonstance, ces dossiers ne doivent être renvoyés vers la conciliation. Le rapport présenté par Maurice à la CIDO reconnaît lui-même que nous n'y sommes pas encore. Et sur ce point précis, ce bill ne dit rien. Et c'est bien dommage. Madame la Présidente, que dire de l'esprit général du projet de loi? Dans son architecture, il est moderne. Il met en place une coordination entre les services, un panel, des comités. L'idée est juste. Aucune institution ne doit agir en isolation. Il pose des principes clairs. Il place l'intérêt de la victime au centre, tourne le regard vers la réhabilitation de l'agresseur et pas seulement vers la punition. Ce sont des bonnes fondations. Cependant, une loi, même bien faite, ne peut pas tout garantir. Elle ne peut pas à elle seule bâtir les refuges, financer les services, recruter, former les officiers. Oui, parce qu'un autre grand défi est celui de la formation. Le suivi, nous dit-on, reposera sur les enforcement officers. Seront-ils assez nombreux, assez formés? C'est la formation qui peut changer le réflexe du policier qui, à 11h du soir, dit à la femme « ça fait un ménage, nous pas pour rentrer là-dedans, madame ». C'est la formation qui peut changer ces réflexes. C'est donc au gouvernement d'accompagner ce texte d'action et de moyens. Et c'est précisément là qu'est le risque. Car un texte que la volonté politique abandonne une fois les applaudissements éteints, ce texte-là ne protège pas. Il rassure ceux qui l'ont voté et il laisse seuls celles qu'il est supposé défendre et protéger. Je ne dis pas cela pour condamner d'avance. Je le dis pour qu'on ne se contente pas, cette fois, d'avoir juste bien écrit. Il faudra aller jusqu'au bout. Et si nous voulons aller jusqu'au bout, élevons le regard. Le féminicide ne tombe pas du ciel. C'est un résultat extrême d'un mal qui ronge notre société. Ce mal comprend tout ce que nous tolérons trop souvent. Le harcèlement dans la rue, la remarque sexiste qui fait sourire les collègues, la promotion qui échappe toujours à la femme, et tous ces petits gestes que nous avons cessé de voir tant nous y sommes habitués. Une société qui s'accommode de la petite violence prépare, sans le vouloir, le terrain de la grande. On ne tue pas une femme du jour au lendemain. On l'a avant 1000 fois diminué. Ce mal a un nom, Madame la Présidente. Il s'appelle le patriarcat. Et je sais que ce mot ici fera lever les yeux au ciel. On me dira qu'il est une idée importée, un mot de salon, une lubie venue d'ailleurs qui n'aurait rien à voir avec la réalité mauricienne. On me dira que chez nous, la femme est respectée, qu'elle est le pilier du foyer, que la loi garantit l'égalité, que nous avons une femme DPM, que nous avions une femme à la tête de l'État. Tout cela est vrai et un peu court. Car admettre le patriarcat, ce n'est pas dire que chaque mari est un bourreau, ni que chaque père veut du mal à sa fille. Non, ce serait faux et profondément injuste. Le patriarcat, c'est autre chose, de plus discret, de plus tenace. C'est l'ensemble des habitudes que nous avons reçues en héritage, qui assoient la domination des hommes sur les femmes et que nous transmettons à nos enfants sans même nous en apercevoir. C'est la petite fille à qui l'on apprend à se taire pour ne pas faire d'histoire, quand on apprend à son frère à élever la voix, à parler fort. C'est la femme giflée à qui l'on demande qu'est-ce qu'elle a pu bien faire pour le provoquer. C'est la femme violée à qui l'on reproche d'avoir mis une jupe trop courte. C'est à elle de s'habiller pour ne pas tenter. C'est Kidimoun Poudir qui pèse sur ses épaules à elle la honte, toujours dans son camp. C'est comment on apprend à nos fils
qu'un homme doit toujours s'imposer. Le patriarcat, c'est comment certains finissent par se dire que leurs femmes sont leur propriété. Voilà le patriarcat. Et ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité que des femmes, tous les ans, paient de leur vie à Maurice. Aucun article de loi ne déracinera ce réflexe si nous refusons d'abord de le regarder en face, de le nommer et puis de le combattre. Voilà le féminisme. Alors faisons notre travail. Votons aujourd'hui ce texte de loi. Et dès demain, travaillons pour combler les failles de notre système. Le bracelet électronique, ou plus généralement le monitoring effectif des protection orders, l'interdiction de la médiation dans les affaires de violence domestique, les moyens réels pour la justice, la police, les fonctionnaires, la formation de ces officiers, une éducation revue en profondeur pour nos enfants et une exemplarité sans faille de ceux qui détiennent l'autorité. Permettez-moi, Madame la Présidente, de conclure avec ces mots, toujours de Natacha Pana, pour Emma, sa cousine, l'une des femmes assassinées dans La Nuit au cœur, fauchée par son mari à l'aube, abandonnée dans un fossé au pied du corps de garde. Je cherche désespérément dans ce matin d'été, dans ce dimanche naissant, dans tous les mots qui existent sur terre, je cherche un baume, une beauté, une douceur, une délicatesse, une caresse, un chant pour t'accompagner, Emma, pour que tu sois moins seule désormais. Madame la Présidente, faisons en sorte que les femmes de notre pays ne soient plus jamais seules. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.